to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. L'année dernière, du 11 au 17 novembre, au Forum des Images, il y avait la 13e édition d'un festival qui s'appelle Un État du Monde. Il y a eu une rétrospective d'un documentariste de télévision britannique qui s'appelle Adam Curtis. Et puis, quelques semaines après, un livre est sorti chez Façonnage Édition, c'est celui-ci, Pandore, le monde dans l'œil d'Adam Curtis, le voici. Voilà, c'est un ouvrage collectif où on peut trouver des textes consacrés à l'œuvre d'Adam Curtis, avec la participation donc de Julien Abadi, François Co, Fernando Gonzo, et il y a une préface de Parawan, Jean-Baptiste Delobier, et il y a aussi deux autres auteurs qui sont Jackie Goldberg et Jérôme Dittmar. Ils sont là aujourd'hui pour nous en parler d'Adam Curtis et ça me fait vraiment plaisir. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Comment allez-vous? Ça va très bien. Salut Samir, salut Jérôme. En direct de Los Angeles en ce qui me concerne. Donc il est 13h, il est 13h et quelques ici. Alors, oui, et merci déjà d'être là parce que ça n'a pas été si évident pour organiser tout ça, mais en tout cas, je suis assez content. Alors, je vous disais hors caméra, je vais aussi être sincère là maintenant, c'est que je ne connaissais absolument pas ce cinéaste, donc c'est grâce à ce livre, et je crois, à mon avis, quand le livre a été sorti, quand il y a eu cette rétrospective, je crois savoir que c'est la première en France, si je ne me trompe pas. C'est pas un cinéaste qui a commencé à faire des films il y a 3-4 ans, c'est depuis un certain temps. Donc déjà, premièrement, peut-être commencer un peu pour savoir pourquoi il s'avère que c'est la première rétrospective. Et quand on lit le livre, on s'aperçoit que c'est un cinéaste très important, enfin en tout cas, oui, un cinéaste très important. Et puis surtout, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, voilà. Exactement d'où vient-il, parce que c'est un parcours un peu particulier. On peut commencer peut-être par Jackie par rapport à cette question d'où il vient, et ensuite essayer de comprendre avec Jérôme qu'est-ce qui a fait que Façonnage soit intéressé à cet auteur. Oui, effectivement, ce livre, on l'a fait parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un cinéaste important qui était passé totalement sous les radars de la critique française, mais aussi des diffuseurs français, du public français. Je m'en suis rendu compte, en fait, très personnellement, par hasard, en quelque part début 2017, je ne me souviens plus exactement quand, mais je crois que j'ai vu un post Facebook sur un film qui s'appelle Hypernormalisation, qui venait de sortir, qui était son dernier film à l'époque, et qui disait que c'était formidable. Je ne me souviens plus qui a écrit ce post, mais ça m'a intrigué. J'ai cliqué sur un lien YouTube, c'était une vidéo d'une quinzaine de minutes, donc c'était juste un extrait, et ça m'a tout de suite happé. J'ai tout de suite été fasciné par ce que je voyais, donc j'ai eu envie de voir le film en entier, qui, il se trouve, était, et il est toujours, disponible gratuitement. Alors c'est le premier... le premier fait marquant de l'œuvre d'Adam Curtis, c'est qu'elle est gratuite. Elle est gratuite, on la trouve online, plus ou moins facilement. Il y a des films qui sont... certains films, il faut avoir un VPN pour le voir, mais enfin, on peut toujours se débrouiller, en tout cas, à voir ces films, soit sur YouTube, soit sur d'autres sites, de façon gratuite. Donc, ça rend encore plus étrange le fait que ce cinéaste était pratiquement inconnu en France. Alors, une fois que j'ai vu ce film, qui m'a beaucoup plu, j'ai écrit dessus dans les Inrecuptibles, parce que c'était vraiment un choc, la découverte d'hypernormalisation. Et j'ai cherché à voir les autres, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à Jérôme, qui tout de suite est tombé dedans lui aussi, parce que Adam Curtis fait cet effet en général, on tombe dedans. Voilà. Pratiquement tous les gens qui ont accès à un moment à son œuvre, ça devient rapidement une drogue, on a envie de tous les voir. Alors, il a fait combien de films, Jérôme, que je ne dise pas de bêtises, t'as le chiffre précis? Ouais, disons qu'il y a cette espèce d'œuvre canonique, en fait, donc voilà, avec des films et des mini-séries. C'est celle qu'on aborde donc principalement dans le livre, peut-être à une exception près. Donc c'est une grosse douzaine de films, mais à côté de ça, il y a plein de petites choses.
des choses un petit peu inachevées, des courts-métrages, des trucs, des trucs où il a participé, enfin des séries documentaires auxquelles il a participé. Et puis il y a même encore tout un tas de choses qu'il a fait même dans les années, au début dans les années 80. Alors là, enfin, voire même enfin, nous, ce qu'on a commencé à voir, c'est Pandora's Box, qui c'est en 92. Ce qu'il y a avant, là, est beaucoup plus difficile à voir. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles on peut avoir accès, mais c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas des trucs qu'on peut trouver facilement, parce que l'œuvre, grosso modo, si tu peux comme disait Jackie, effectivement, il y a plein de canaux pirates qui permettent d'y accéder, notamment certains sites, un site qui s'appelle Tough Maybe, où là, c'est là où il y a toute l'œuvre est bien répertoriée, référencée, avec des fiches, etc. C'est un truc complètement pirate, mais là, il y a tous les films. Il y a même des trucs un peu plus obscurs où on peut les trouver, mais pas ce qui date d'avant 92. Et sur le site de la BBC, c'est à peu près la même chose. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre et qu'on n'a pas encore dit et qui est essentiel, c'est que Adam Curtis, bon, à notre avis, est un cinéaste. Lui n'est pas d'accord avec ça, il ne se considère pas comme cinéaste, on pourra revenir sur cet aspect, mais c'est objectivement un journaliste, voilà, en plus d'être un cinéaste. Donc c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au sein de la BBC. Il est rentré à la BBC en 79, il y travaille encore, et je pense qu'il y travaillera jusqu'à sa retraite, si jamais il l'apprend, s'il a cette chance. Et donc, en fait, il a la chance énorme d'avoir fait toute sa carrière au même endroit et d'avoir surtout accès à un trésor national qui est la vidéothèque de la BBC, qui est probablement la plus grande du monde, parce que la BBC, depuis plus d'un siècle, a des envoyés spéciaux dans le monde entier. Et depuis qu'il y a des caméras, en fait, il y a des Anglais qui, partout, dans l'empire anglais et au-delà, filment ce qui se passe, archivent tout ça, et ça se trouve aujourd'hui sur des disques durs à la BBC quelque part, auquel Adam Curtis a accès. Et en fait, il a fait tous ces films à partir de cette matière première, qui est gigantesque, et donc au bout de 40 ans, il connaît tous les aspects, il a vraiment arpenté cette matière de long en large, ce qui lui permet, dans ses documentaires, parce que c'est un documentariste, de montrer des images parfois très rares, alors parfois connues, parfois rares, mais d'avoir accès à des documents auxquels personne d'autre n'a accès, et d'y avoir accès gratuitement aussi. C'est-à-dire que c'est comme si on avait l'INA, par exemple, loue ses documents, mais il y a un certain coût. Ça coûte beaucoup d'argent de faire des documentaires grâce aux archives de l'INA. Lui, ça ne lui coûte rien. Donc, ça lui permet d'avoir une liberté totale au sein de cette institution énorme. En gros, il s'engage à faire un film tous les 2-3 ans, mais le sujet est à peu près libre. Les archives, il y a accès, et donc tout ce qu'il doit payer, c'est la musique. Il utilise beaucoup de musique. Là aussi, on pourra revenir quand on parlera plus de l'aspect esthétique. Et donc, le fait de pouvoir faire ces documentaires peu chers lui a conféré une liberté énorme. Voilà. Et encore sur la musique, je crois que tout n'est pas clearé. Tout n'est pas clearé pour le monde, en fait, comme la BBC a des accords avec les maisons de disques, un peu comme ou avec la SACEM locale. Il a effectivement accès à peu près tout ce qu'il veut, tant que ça passe que à la télé, il peut faire ce qu'il veut. Mais du coup, quand les films doivent sortir ailleurs qu'à la télé anglaise, ça pose un problème. Ne serait-ce que pour passer ces films à la télévision française, je pense qu'il y aurait un surcoût pour clearer les droits de la musique, ce qui explique aussi pourquoi son œuvre a été assez peu vue en France. C'est parce qu'il y a des problèmes de droits sur ces films qui sont avant tout destinés à la télévision anglaise et donc aujourd'hui au web, mais pas du tout à la salle et difficilement aux télévisions internationales. Mais sa méthode de travail, quand tu l'évoques, Jackie, tout de suite, on pense à quelqu'un d'autre, on pense à un cinéaste. D'ailleurs, vous en parlez pratiquement parce que j'ai oublié de dire, et ça c'est très important, qu'en plus des textes qui composent ce bouquin, il y a aussi une seconde partie, enfin on va dire une troisième partie si on dit que la préface est une première partie, mais enfin une grosse partie où il y a un entretien, une conversation entre vous deux, Jackie et toi Jérôme, avec le cinéaste.
Et quand vous parlez de Godard, c'est pas possible. Il veut pas il l'accepte pas. D'ailleurs, il le dit à un moment, on va se moquer de moi si vous m'associez à lui. Et en même temps, on a envie de lui dire, oui, mais c'est logique, c'est une continuité logique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que bon, je crois qu'il doit être de mauvaise foi sur ce coup-là, peut-être, à mon avis. Bah, Pas tant que ça. Non, je pense on a pu quand même percer derrière un petit peu la cuirasse des fois quelques contradictions. Mais sur Godard, je pense alors déjà d'une part, je pense qu'il connaît, enfin c'est un peu ma conclusion, peut-être que tu pourras nuancer, Jacqueline, mais je pense qu'il connaît pas c'est un peu ce qu'on a compris, il connaît pas si bien que ça. Il y avait un a priori assez solide, ça c'est évident. Et le peu qu'il a vu, voilà, ça lui parle pas forcément. Et je pense qu'il en plus, ce qu'on a compris quand même, c'est qu'il connaît encore moins bien, sans doute, la dernière, on va dire, la grosse dernière période qui pourrait être celle qui ressemble le plus à ces films. Je crois qu'il connaît que les classiques des années 60, en fait. Hein. En gros, Bondapart et peut-être Pierrot le Fou. Il ne connaît pas du tout le Godard documentariste et encore moins le Godard des histoires du cinéma. Mais après bon. Il a un a priori, peut-être presque un peu un rejet, mais après, il a quand même un point de vue. Il ne nous l'a pas exprimé, mais il l'a déjà exprimé dans d'autres interviews où, par exemple, il dit oui, pour moi, ce que Godard a apporté, d'autres cinéastes à peu près de la même période, comme Arthur Penn avec Bonnie and Clyde, vont beaucoup plus loin, quoi, dans un espèce de renouveau du cinéma. Donc, bon, des fois, il rejette un petit peu le truc un peu de manière un peu rapide, mais alors que son point de vue est quand même un petit peu plus poussé que ça. Même. Ça révèle quelque chose quand même, son rapport à Godard, un aspect qu'on a vraiment creusé, dont on s'est aperçu quand on l'a rencontré, lors de la rétrospective. En fait, qui connaissent ou pas Godard, à la rigueur, peu importe. Nous, on pense que son travail a un rapport avec Godard. Ça l'énerve, mais c'est pas grave, c'est notre droit en tant que critique de penser ce qu'on veut. Mais il est quelque part plus... alors, le terme est peut-être pas bien choisi, mais encore plus pop que Godard. Godard est pop, au fond. Mais Godard, il y a quand même un côté culture un peu sérieuse, alors toujours malaxée, toujours déconstruite, voilà, mais... c'est pas les Beatles, Godard. En fait, nous, on s'est dit avec Jérôme qu'il serait un peu à Godard ce que les Beatles seraient à, je sais pas, Jérôme, quelle était la métaphore qu'on avait trouvée tu vois, Godard, c'est pas de la musique classique non plus, mais il y a un côté quand même culture sérieuse qui lui l'ennuie profondément. Ouais, on pourrait dire Ecstasy peut-être, Godard, ce serait Ecstasy. Non, mais j'avais trouvé la formule, il disait que c'était un peu un espèce de cousin punk de Joan Godard, mais le punk n'est pas non plus trop sa tasse de thé avec Curtis, mais il y a oui, enfin, ce qu'il faut rappeler, c'est pour ceux qui le connaissent pas, mais peut-être que même que bon, surtout s'ils n'ont pas lu le livre, mais c'est que c'est quelqu'un donc qui a été formé à la télévision, Curtis. Il a fait des études, des trucs très sérieux auparavant, mais il s'est formé à la télévision et il s'est passionné assez tôt pour ce qu'il appelle la trash TV. Donc nous, on peut littéralement télé-poubelle. Mais il a une espèce de fascination pour ce côté vraiment, le truc donc trash, une espèce de c'est ce qui mais dans un petit peu dans tous ces domaines. Ça peut être aussi bien fasciné par je sais pas moi, par une reality TV que du documentaire, un truc un peu primitif, parce qu'il y a ce côté très direct, et donc du coup très pop, dans lequel lui vraiment se retrouve, quoi. Il aime pas ce truc, le côté bullshit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de recherches, qui a toute une réflexion, qui essaie d'avoir un point de vue, mais qui, même dans la forme, on pourra en parler après, arrive quand même à créer des choses assez sophistiquées et fascinantes. Mais voilà, il y a un côté, c'est ce côté journaliste aussi. Hein, on est en prise directe et on fait pas il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de bullshit. Les choses, on les raconte un petit peu telles qu'elles sont. Et donc il n'y a pas du tout la même vision que Godard, mais on peut la retrouver dans la façon, effectivement, dans le cut-up, dans les machins, dans les associations d'idées, dans le collage, et même quand même dans un certain point de vue aussi sur le monde. Même. Mais en fait,
Curtis, je disais pop, en fait, le bon terme, ce serait peut-être populiste. Il l'assume d'ailleurs. Enfin, je sais pas, il ne nous a pas dit je suis populiste, mais son œuvre, elle est clairement populiste. Elle est quand même, une grande partie de son discours consiste à critiquer les élites, populiste au sens anti-élite en tout cas. Et je pense qu'il voit Godard comme une forme d'élitisme, très français en plus, parce qu'il est britannique, donc il a ce complexe de supériorité ou d'infériorité vis-à-vis des Français, mais la façon dont il réagit quand on lui parle de Godard, c'est fichez-moi la paix, espèce d'intellectuel français, moi je ne suis pas de cette engeance, moi je suis un type de la rue, anglais, ce qu'il n'est pas, hein, par ailleurs, mais il a ce rapport en tout cas très profond au peuple, et à une certaine esthétique populaire, voire populiste, qui ne l'empêche pas par ailleurs, Jérôme le disait, d'être très sophistiqué dans sa forme et dans son discours. Voilà. C'est important de le rappeler. Avant qu'on parle de ces films, enfin de l'intériorité et aussi bien évidemment du livre, enfin, j'ai envie de commencer par la fin du livre, c'est-à-dire par l'entretien, parce qu'il y a 2-3 choses que j'ai relevées et qui pourraient être intéressantes. À un moment, il parle de... Alors, c'est pas cynique de ma part, mais on a tendance aujourd'hui à souvent dire que le public n'est plus aussi intelligent qu'avant. Enfin, j'entends comme ça souvent ici et là. Public de cinéma, j'entends bien. Alors, public de télévision, c'est autre chose. Mais lui, il dit souvent que le public est intelligent. Et ça m'a frappé, ça, qu'il ait entièrement confiance vers le public, mais en même temps, il le dit. Ça m'a beaucoup frappé. Et voilà, j'aurais bien voulu en savoir davantage par rapport à ça. Quand il dit ça, qu'est-ce que vous comprenez par là? Moi, c'est exactement ce que j'entends quand je dis qu'il est populiste. Hein. C'est précisément ce que tu pointes là. Il croit dans l'intelligence du peuple ou du public, disons. C'est quelqu'un, Curtis, qui a beau dresser un tableau très sombre du temps présent, et des temps passés aussi sans doute, qui reste fondamentalement optimiste. Il n'a cessé de nous le répéter, et même au Forum des images face au public, il ne cessait de dire « Moi, je suis un optimiste, je crois dans le progrès, je crois dans l'intelligence humaine, et même si le constat que je dresse est parfois accablant, eh bien, je pense qu'on s'en sortira, et que l'intelligence collective nous permettra de nous en sortir. » Oui, bah encore une fois, c'est ses racines de journaliste. Hein. C'est une prise directe avec le monde, c'est une volonté d'éduquer le monde, d'y croire, d'avancer, enfin voilà, d'être dans quelque chose de progressiste. Alors bon, après, lui, voilà, il déconstruit, il a un peu tendance justement à déconstruire un petit peu tous les pièges, quoi, enfin, tous les pièges dans lesquels on s'est enfermé. C'est aussi pourquoi aussi, juste avant que l'interview commence, je te disais, je te racontais que, en fait, moi, quand je discute parfois avec des gens qui connaissaient Curtis et qui nous achètent le livre, et lorsque je me demande comment ils ont connu, encore dernièrement, une anecdote de quelqu'un qui me disait « Oui, moi j'ai connu Curtis parce que je fréquentais des squats, et dans les squats, les mecs je projetais ses films sur YouTube. » Voilà, il est vraiment, on sent qu'il touche à cette fibre-là. C'est quelque chose de très, comment dire, de très politisé, d'assez rebelle sur le fond, contestataire, voire même parfois ça peut déborder un petit peu sur le complotisme. Pas chez lui, mais en tout cas ça peut être assimilé. Mais c'est important de préciser, pas chez lui. Parfois les gens qui l'aiment peuvent tomber dans le complotisme, mais lui fait très attention de ne jamais être complotiste. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de vaste complot qui expliquerait tout. Les choses sont beaucoup plus chaotiques que ça. Ouais. Parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut peut-être préciser à ce stade et qu'on n'a pas vraiment dit, c'est de quoi ça parle en fait ces films. Oui. Ça me semble important. Non, mais vas-y, je t'en prie. J'allais juste partir sur un autre mot qu'il utilise souvent et après, effectivement, vous demander finalement, ça dit quoi un film d'Adam Curtis? Mais vas-y, je t'en prie. Tu peux. Il y a un fil rouge hein, quand même. Enfin, il y a plusieurs fils rouges qui relient son œuvre, qui relient tous ses films. On peut le résumer de plein de façons. D'ailleurs, chacun d'entre nous a sa façon de le formuler. Moi, je dirais que Adam Curtis, c'est quelqu'un qui analyse les structures de pouvoir et les histoires qu'on se raconte pour faire société. Et qui, en les analysant, en les déconstruisant, va dénoncer un certain nombre de mythes
va montrer que tout un tas de choses qu'on considère comme naturelles sont en fait des constructions sociales et qu'elles pourraient être différentes. Que c'est un choix, qu'elles soient comme ça, mais qu'elles pourraient être différentes. Ça, on le voit notamment dans son avant-dernier film, qui s'appelle Can't Get You Out of My Head, qui est sorti il y a 2 ans, et qui commençait par une citation de l'anthropologue anarchiste David Graeber, qui disait ce qu'il faut comprendre, le secret qu'il faut comprendre sur le monde, c'est que nous l'avons fait d'une certaine façon, mais nous pouvons le faire d'une autre façon. La citation, je la cite très mal, c'est pas exact, elle est beaucoup plus littéraire, mais enfin c'est l'idée, quoi. On a fait le monde d'une certaine façon. Si on voulait, on pourrait très bien le faire d'une autre façon. Et ça, c'est une idée qui traverse effectivement profondément l'œuvre de Curtis et qui, bon, je te laisse ensuite, Jérôme, le formuler à ta manière. Je sais pas. Non, mais tu l'as très bien dit, oui, voilà. Non, mais il arrive en fait à. Ce qui est fascinant avec lui, c'est que comment dire, on part toujours d'un fil comme ça, d'une petite histoire, souvent avec des personnages un peu en marge de la grande histoire, qui vont parfois qui vont régulièrement croiser des grands événements et parfois des grandes secondes. Et à travers ces petites histoires, qui vont s'entremêler avec d'autres, il va petit à petit, effectivement, comme tu l'as dit, déconstruire tout un tas de mythes, tout un tas de constructions qui passent par différentes choses qui peuvent être. Par exemple, un de ces films que je préfère, c'est qu'il a fait il y a 20 ans, en 2002, ça s'appelle The Century of the Self, qui est une série en 6 épisodes. 6 épisodes ou 4. Donc, épisode d'une heure, ouais. Oui, c'est 4. 4 épisodes d'une heure, pardon. Oui. Où il va partir en fait d'un type qui s'appelle Edward Bernays et qui est en fait le fondateur des relations publiques, mais il est un peu plus que le fondateur des relations publiques, il était aussi le neveu de Freud et il s'est inspiré de toutes des théories freudiennes qu'il a appliquées au marketing. Et à partir de là, Curtis nous explique et il montre comment tout ça a influencé en fait tout un tas de choses à travers l'histoire, avec des exemples très concrets, pour montrer comment finalement la contre-culture, l'émancipation de l'individu, etc., en fait, prennent racine dans ce truc. Là, je le résume extrêmement rapidement, ça peut paraître un peu grossier, mais lui, il le fait grosso modo sur 4 heures, qui sont assez solides, assez bien étayées. En plus, là, c'était une période, parce que maintenant, Curtis ne le fait plus, où il s'appuie aussi sur des interviews qu'il réalisait lui-même, avec des types parfois la plupart du temps qu'on ne connaît pas, mais qui ont des types quand même assez solides, avec des CV voilà. Et le truc est complètement dingue, parce qu'il a été alors il y avait déjà eu des livres à ce moment-là, il y avait eu déjà un certain nombre de choses, mais le documentaire, à son époque, quand il est sorti, donc on n'a pas vu à ce moment-là, mais il nous racontait, avait beaucoup impressionné, parce qu'il démontait complètement, en fait, tous les mythes autour de la contre-culture, de l'émancipation. Enfin, voilà, c'était de l'émancipation. Et on pourra revenir à une espèce de déconstruction absolument terrible de l'individualisme, qui résonne encore énormément aujourd'hui, du reste. Et tous ces films fonctionnent un petit peu de cette façon-là, avec de différentes manières, mais en s'interrogeant beaucoup aussi sur les questions de technologie. Il en a fait même toute une série, un documentaire en 3 parties, dont j'ai là un énorme trou de mémoire. Jackie, donc tu veux me... je pense que tu fais référence à... All I Watch Over by Machines of Loving Grace, qui est un titre emprunté à un poème de Richard Brotigan. Voilà. Et là, ce truc-là, là qu'il a réalisé en 2011, je crois. Donc avant que, il y avait déjà un peu les réseaux sociaux, mais c'était avant que tout le monde en parle, avant qu'il y ait des scandales, etc. Et il en fait une démonstration de comment, en fait, les machines, je le dis très grossièrement, ont un peu pris le pouvoir, et de différentes manières, et en se basant sur des théories
la plupart des gens ne connaissent pas. D'ailleurs, c'est un des trucs qui est très fort et qui rejoint un petit peu les mêmes mécanismes que le complotisme, c'est que les films de Curtis ont ce côté un peu épiphanie, grande révélation. On a l'impression qu'on soudainement on découvre des vérités cachées, etc. Mais le problème, c'est qu'avec lui, souvent, il a raison. Quoi. Et c'est le truc, c'est ce qui le rend d'autant plus fort, et qui est d'autant plus fort qu'en plus il arrive à le faire coïncider, à relier des choses qui peuvent paraître a priori très déconnectées, et tout ça dans une espèce de truc parfois qui vire, dans des documentaires qui virent parfois carrément au psychédélisme. D'ailleurs, il a fait un de ses plus beaux films qui est sur l'Afghanistan, car là, c'est un truc de 2h15, mais qui est absolument incroyable, qu'on a eu la chance de voir en salle au Forum des Images. L'expérience en salle était complètement folle. Enfin, toi déjà qui tu l'as vu en entier, moi je peux malheureusement pas tout voir en entier, mais peu importe. Et là, il a carrément même expliqué que voilà, il avait même essayé d'avoir un petit peu d'appuyer ce rendu psychédélique pour correspondre à l'état un petit peu de comment dire, mental d'impression des soldats américains là-bas. Est-ce qu'il y a aussi un paradoxe dans le fait qu'il travaille chez la BBC? La BBC, ça reprend quand même quelque chose. Il parle souvent de post-colonial dans l'entretien. Donc, il y a le rapport à l'Empire. Est-ce que ces films aussi, peut-être pas frontalement et pas totalement, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être dans ces films, dans le fait d'utiliser des fonds d'archives de la BBC, l'idée aussi peut-être de montrer ce qu'est devenu finalement cet empire britannique? Jackie? Moi, j'ai l'impression que si, c'est quand même c'est présent quand même au fond dans ces films. C'est présent directement dans Pandora's Box. C'est le sujet de Pandora's Box. Il y a The Mayfair 7 aussi. The Mayfair 7, pardon. Oui, non, il y a tout un truc sur. Enfin, c'est marrant, il y a presque des figures de super méchants des fois, parce qu'il y a des choses qui reviennent à d'autres. Et il y a deux un peu super méchants dans l'œuvre de Curtis, c'est Reagan et Thatcher, principalement Thatcher. Oui, mais il en revient quand même souvent à l'Angleterre. C'est vrai que c'est l'histoire du monde racontée du point de vue d'un Anglais. Elle serait très différente si elle était racontée du point de vue d'un Français. Il n'a pas les mêmes références, il n'interviewe pas les mêmes personnes, il n'a pas voilà. Donc l'Angleterre, ou disons le Royaume-Uni, est profondément inscrite dans l'ADN de l'œuvre d'Adam Curtis, et elle l'est de plus en plus, j'ai l'impression, parce que là, il est dans une phase un peu crépusculaire, en tout cas vis-à-vis de son propre pays. On a beaucoup parlé dans l'entretien, au sens où il voit que la BBC va mal en tant qu'institution, qu'elle est en crise, et qu'il n'est pas certain d'avoir encore une maison dans le futur. Mais alors, comme il est optimiste malgré tout, il dit c'est tant mieux, c'est pas grave, le roi est mort, vive le roi. Et d'ailleurs, la blague, c'est qu'on a fait l'entretien en plusieurs parties, mais la première grosse partie, l'essentiel de l'entretien, a eu lieu le jour où la reine est morte. J'ai eu l'honneur de lui annoncer la mort de la reine alors qu'une alerte venait de retentir sur mon téléphone. Donc, c'était un jour assez symbolique, et je pense que c'est une réflexion pour lui, disons, le déclin de l'Empire britannique qui est présent et qui travaille son œuvre, oui, c'est certain. Je voulais juste ajouter un truc à ce que disait Jérôme tout à l'heure par rapport au fait de raconter l'histoire, enfin, de raconter la grande histoire avec un H majuscule par une somme de petites histoires. La limite de ça, c'est qu'on peut parfois avoir l'impression, en voyant ces films, que, je sais pas, que Edward Bernays a inventé l'individualisme, et que tout ne tient qu'à lui, et que si Edward Bernays n'avait pas existé, à la rigueur, on vivrait dans un métavers tout à fait différent. Bon, évidemment, c'est faux, et je pense que Adam Curtis n'est pas dupe de ça. Mais lui, il part du principe qu'il est là pour raconter des histoires. Et raconter l'histoire H majuscule, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est abstrait, ça donne très vite des choses très didactiques, un peu ennuyeuses, pédagogiques, et lui déteste ça. Donc, partir de la petite histoire lui permet donc de raconter des destins individuels et de les croiser et de les raccrocher à la grande histoire. Ça permet à ces films d'être passionnants, en fait. Ce qui fait qu'ils sont captivants, c'est qu'on est accroché à des personnages
à des vrais personnages qui ne sont pas de fiction, mais qui pourraient l'être, et que souvent, ces personnages, on ne les connaît pas. Et c'est quand même génial de voir des films et de voir des documentaires sur des gens dont on n'a jamais entendu parler, qui ont fait des choses incroyables dont on n'a jamais entendu parler. Enfin, il y a un vrai aspect découverte quand on voit un film d'Adam Curtis. On apprend 1000 choses. Le document est vraiment important. Pas juste un documentaire où on va nous mettre en forme des choses qu'on sait déjà. On apprend des choses. Oui, il y a une impression, enfin, ça peut paraître un peu simpliste de dire comme ça, mais il y a une impression effectivement de nouveauté, enfin voilà, de choses d'inédit à chaque fois, quoi. Et les personnages sont incroyables parce qu'ils ont eu des destins incroyables et ils ont vraiment changé à un moment donné le monde, ou en tout cas à un moment dans une société, quelque chose. Les personnages de The Mayfair 7, dont on parlait juste auparavant, des types qui ont eu une énorme influence sur l'économie britannique et que, bon, nous, en plus, qu'on connaît encore moins bien, c'est incroyable. C'est des trucs. Et l'avant-dernier, donc Can't Get You Out of My Head, c'est presque ça décuplé, puisque c'est 7 épisodes ou 8, je sais plus, 7. 7 épisodes, et il y a une douzaine de personnages. Voilà, enfin, donc le truc dure quasiment 8 heures. Chaque épisode est consacré à quasiment une figure en particulier. Il y en a qu'on connaît un peu plus ou moins, Tupac Shakur, mais il y a des histoires qui sont un peu connues, mais qu'on connaît pas si bien, comme celle de l'épouse de Mao. Et quand il nous raconte l'histoire de l'épouse de Mao, on se dit, mais l'histoire de la Chine a basculé à cause de cette histoire de cette ancienne actrice qui rêvait d'une revanche incroyable. Et voilà, il arrive à créer tisser des dessins. Et elle a inspiré la révolution culturelle, le petit livre rouge de Mao. Effectivement. Et c'est quelque chose que, à moins d'être spécialiste de l'histoire de Chine, je pense que la plupart des gens ne savent pas. Moi, je pourrais être assez bon en histoire, et à chaque fois que je vois un documentaire de Curtis, je découvre des personnages qui m'avaient complètement échappé. Mais est-ce que ça permet aussi une identification assez rapide avec le spectateur, la spectatrice qui voit ça, qui très vite qui peut s'identifier en disant ça peut m'arriver ça aussi, et c'est peut-être là le rapport à comme tu disais, Jackie, le rapport populiste, le rapport à l'intelligence du public, ce souci de faire en sorte que le spectateur ou la spectatrice s'identifie assez vite. Oui, je pense que ça joue beaucoup. Et non, Jérôme, t'as pas l'air d'accord? Si, non, mais totalement. En fait, non, mais il nous accroche immédiatement avec des grands thèmes aussi, de toute façon, avec des grandes questions. Hein. Donc, il y a toutes les grandes questions qui sont animées aussi par le journalisme, la justice, la société, l'évolution du monde, le terrorisme. Voilà, si tu prends Pandora's Box, donc c'est un peu son premier, vraiment, sa première grande série. Le truc est découpé en, je sais plus, encore une fois, en 6 ou 7 épisodes, et chacun, en fait, se concentre sur un sujet. Donc, ça va être un sujet qui va être, par exemple, autour de l'utilisation du DDT, donc un insecticide qui cartonnait dans les années 50. Il raconte des trucs incroyables sur cette histoire qui moi-même, je m'étais jamais posé la question, mais par exemple, pourquoi il y avait eu dans les années 50 cette vague de films de science-fiction, genre les attaques de fourmis géantes? Bon, en fait, ça vient de là. Des choses, il y aura des trucs sur le nucléaire, sur des grands sujets, de multiples sujets comme ça. Donc après, tous les sujets en général, la guerre en Irak, bon, évidemment, voilà, je pense que c'est le plus grand film qui a jamais existé, la plus grande œuvre qui a jamais existé sur la guerre en Irak, c'est lui qui l'a faite. Parce que c'est une espèce de film immersif, fait avec plein de chutes qu'il a pu récupérer grâce à un journaliste qui est allé sur place, je sais plus. Mais, tu parles de The Power of Nightmare? Non, Peter Lake, pardon. Ah, c'est plutôt sur l'Afghanistan, Peter Lake. L'Afghanistan, qu'est-ce que je vois? Oui, non, pardon, excuse-moi. Sur l'Afghanistan, oui. Et voilà, donc les sujets, de toute façon, nous parlent. Les sujets parlent à tout le monde, en fait. C'est les grands sujets de l'Occident et comment l'Occident et la modernité, et principalement d'après-guerre, voilà, c'est corrompu, c'est enfermé dans des pièges. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Là, on parle de documentaires de 6 heures, 7 heures, 8 heures, avec plein de personnages très... En fait, ce qui est génial, et j'encourage vraiment les gens qui ne connaissent pas Curtis à ne pas avoir peur de ça, c'est que ces documentaires sont conçus sur un mode sériel. Donc, ils sont conçus pour être vus par tranche d'1 heure en général.
Et on peut étendre la vision sur le temps qu'on veut, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un week-end de 8 heures devant soi pour découvrir Can't Get You Out of My Head. Non, c'est 12 heures Can't Get You Out of My Head, mais on peut vraiment les voir comme on veut, les picorer, les binger si on a envie. Ne voir qu'une heure, c'est quand même intéressant. Enfin, il ne faut pas du tout avoir peur du côté monumental de cette œuvre, parce que j'insiste, elle ne l'est pas monumentale, son œuvre. Elle est faite pour être accessible, pour être vue, et même pour être vue sur un ordinateur ou sur un téléphone si on n'a que ça, c'est pas un problème. Je crois que Curtis, d'ailleurs, il est très content quand on lui dit qu'on voit ses films sur téléphone. C'est sans doute le seul cinéaste qui ne se plaint pas de ça. Oui. Non, il est très à l'aise avec ce côté pirate. Lui, si les films existent comme ça... ah oui, il adore que ses films soient piratés. Ouais. Petite anecdote, quand il est venu à Paris, on fait la présentation de Peter Lake, je crois, et je lui ai dit, bon, je vais rentrer dans la salle parce que je suis quand même très curieux de le voir en salle. Je ne l'ai jamais vu en salle, et il me dit, moi non plus. Voilà, ça dit tout de lui. Mais dès le début, on a beaucoup insisté sur, même s'il n'est pas d'accord avec ce terme-là, mais vous avez insisté sur le fait qu'il soit cinéaste. C'est un cinéaste. Et moi, j'aurais bien voulu savoir un peu sa méthode de travail. On a un peu évoqué le rapport à la musique, qui est particulièrement important. Est-ce qu'il a une méthode de travail et comment cette méthode se traduit sur toutes les propositions qu'il ait pu faire? C'est un DJ, en fait. C'est un DJ qui fait du sampling, qui se conçoit comme ça. Et lui, c'est quelqu'un qui prend des bouts de choses qui existent déjà et qui les mixe ensemble, qui a un rapport très musical au montage, qui a très bon goût aussi. Donc, ces documentaires sont remplis de musique électro anglaise assez pointue, des choses d'Aphex Twin, par exemple, ou de Burial, qui a beaucoup, si ça parle... ce sont des musiques qu'il a beaucoup utilisées. Nine Inch Nails aussi, de la musique industrielle, d'ambiance, du rock anglais, enfin plein de choses assez variées, mais avec un vrai goût derrière, qu'il va mettre sur des images, pas de façon putassière, mais en général pour donner plus de sens aux images, et aussi honnêtement pour rendre ces documentaires plus agréables à voir. Je ne pense pas qu'il y ait de mal à ça. On n'est pas obligé d'être dans la sécheresse nécessairement pour être sérieux. Lui assume d'avoir une forme pop. Alors ensuite, sur la méthode de travail à proprement parler, il est un peu secret là-dessus. Quand on lui demande mais concrètement comment vous faites, on comprend au fil des réponses qu'il passe beaucoup de temps derrière son ordinateur. Il regarde beaucoup de films qui lui parviennent, qu'il commande à des monteurs, à des assistants à droite à gauche. Donc, par exemple, pour son dernier film, qui s'appelle Russia, Tromazone, 1985-1999, comment la Russie a vu s'effondrer d'abord le communisme, puis la démocratie. Donc, il raconte en fait cette phase transitoire entre Gorbatchev et l'arrivée de Poutine en 1999. Phase transitoire que là encore, on ne connaît pas forcément très bien. Moi, je pensais connaître très bien cette histoire de la fin de l'Union soviétique et du début de la Russie. J'ai quand même appris 1 milliard de choses. Et donc, pour faire ce documentaire, il a été pioché, il a été cherché même des images filmées par les équipes de la BBC sur place, qui pour la plupart n'ont jamais été diffusées, parce que quand les journalistes font un reportage, ils filment beaucoup de matière et puis ensuite ils montent, ils gardent pour faire des sujets de 2 minutes, mais tout le reste dans des disques durs. Lui, il a été les chercher, il les a visionnés, c'est des centaines et des centaines d'heures d'images. J'imagine qu'il les regarde en accéléré. Ensuite, il reconstruit comme ça un documentaire brillant avec ces images. Donc, il part quand même toujours de l'image. Et ensuite, il part d'histoire de personnages. Il va raconter son histoire comme ça, avec de la matière très, très brute et des histoires, et du storytelling, en fait. Du storytelling dans ce que ça peut avoir de plus noble. Oui, d'ailleurs, quand on lui a demandé, lui a posé la question, mais de quoi vous partez, c'était sa première réponse, c'est de l'histoire, quoi. Story, quoi. Pas de l'histoire, donc avec moi, je mets l'histoire à raconter, quoi. Alors, je rappelle, c'est Pandore, le monde dans l'œil d'Adam Curtis, c'est édité chez Façonnage Éditions. Et ma dernière question, ce sera l'éditeur, là, pour le coup.
Donc à toi, Jérôme. Tu sais que Adam Curtis, il n'y a pas eu de rétrospective. La seule, c'est celle de novembre au Forum des Images, qui n'est pas très connue en France. Comment on construit un livre autour de ça? Tu veux dire comment on construit un livre à partir de quelqu'un que personne ne connaît, enfin, dans un pays où personne ne le connaît? Exactement, oui. Ouais, alors, donc, pour rappeler quand même, il est assez connu chez lui, il a eu plusieurs BAFTA. Une star même, vous dites que c'est une star, d'ailleurs. Oui, non, il a quand même une certaine notoriété, on fait des papiers de lui dans le Guardian, machin. Aux États-Unis, il est très connu aussi. Comment? Aux États-Unis, il est très connu aussi. Oui, j'allais dire, aux États-Unis, mais les gens qui s'intéressent aux documentaires le connaissent. Du coup, voilà, ce qui est en Angleterre, forcément, migre aux États-Unis. Donc, il a des papiers dans le New York Times, dans le New Yorker. Donc, dès qu'il sort un truc, voilà, la presse la plus haut de gamme, culturellement américaine ou anglaise, s'intéresse à lui. Donc, il n'est pas connu que dans les pays anglo-saxons. Il avait eu déjà des rétrospectives, je crois, en Allemagne ou je sais plus, en Portugal. Il est venu plusieurs fois au festival de Telluride. Donc, bon, voilà. Et la France, on a expliqué, en fait, bon, il est peu connu officiellement parce que les films ne passent pas par les canaux classiques, donc ni les cinémas, donc évidemment, mais ni les chaînes de télévision pour des questions de droit parce que c'est compliqué de diffuser les films. Il veut pas non plus trop que les films soient montrés parce que c'est ce que je t'expliquais juste avant qu'on commence. Il bénéficie aussi, voilà, et il bénéficie d'un certain statut, en fait, si tu veux, à la BBC, où en gros, on lui fout la paix, quoi. C'est-à-dire qu'il fait pas trop de vagues, il est un peu, il sait se positionner, voilà, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense à sa direction, mais le fait de pas faire trop de blagues, de pas avoir trop de visibilité, lui permet de pas trop de montrer en grade, sinon en fait il y aurait d'autres enjeux et il aurait plus la liberté dont il veut. Bref, mais pour revenir donc à ta question, il n'était pas connu, mais il bénéficiait quand même d'un petit peu quand même d'aura, dans des milieux un peu underground, ce que je disais tout à l'heure. Donc c'était forcément un pari, quoi. Il y avait un pari, mais l'objectif c'était pas tellement en fait de faire un livre pour l'ultra niche de spectateurs qui le connaissent, même si évidemment si on a envie qu'ils lisent le bouquin, mais c'était aussi de faire un livre qui puisse un peu démocratiser aussi son œuvre, quoi. Voilà, on a tout simplement envie de la faire connaître. Et c'est pour ça que quand on a eu l'idée du projet, l'objectif c'était aussi tout de suite d'essayer de le coupler avec une rétrospective, quelque part, quelque chose, quoi. Que ce soit un truc, enfin voilà, montrer les films, que ce soit un truc avec une chaîne de télévision, et assez rapidement on est rentré en contact avec le Forum des Images qui était très emballé par l'idée, où il y avait des membres de l'équipe qui connaissaient, et évidemment, généralement, quand les gens connaissent, bien souvent, la plupart du temps, ils adorent, et donc ils étaient très motivés. On aurait aimé pouvoir montrer plus de films, mais bon, voilà, c'était pas si simple, parce que se posaient forcément aussi des questions de coût pour le sous-titrage des films. Ouais. Puisque aucun film n'a été sous-titré, à part, d'ailleurs je le dis pour les gens s'ils veulent le découvrir assez facilement, vous pouvez voir Century of the Self sur YouTube, sous-titré en français, et même plutôt bien sous-titré. C'est un bon film pour commencer, effectivement. Comment ? C'est un bon film pour commencer, Century of the Self. Ouais, en plus, Century of the Self, c'est un des meilleurs pour commencer. Je pense que ça va être une grosse claque. Voilà. Bon, après, voilà, il y avait donc envie de prendre ce pari, envie de faire ce livre, envie de le faire, voilà, le fait de partager. C'était le premier livre aussi collectif de façonnage. Et la forme même du livre aussi a été guidée par cette ambition de ne pas faire des textes théoriques plus empiriques sur l'œuvre, mais plutôt de partir de chaque film. Au départ, le projet du livre était même un projet de livre d'interview. Cette collection existait déjà. Je cherchais un petit peu comment essayer
de l'élargir vers d'autres choses et des personnalités voilà, qui me semblaient intéressantes, qui ont un point de vue sur le monde, en même temps qui sont un petit peu dans la culture, dans le cinéma ou d'autres formes. Et l'idée du livre d'interview me plaisait bien pour un peu faire connaître une personnalité. Là, on l'a fait différemment et je suis très content de la forme finalement que ça a pris. Et des textes, l'ensemble, voilà, qui je pense permettent un petit peu de se remettre dedans. Les textes sont assez descriptifs, mais en fait, je pense que c'était très important parce que chaque film, je pense que pour les gens qui découvrent, qui sont là et qui connaissent Curtis ou ceux qui vont le découvrir, ils vont se rendre compte que chaque film, et voilà, et comme on l'a déjà un peu dit, sont extrêmement riches. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire, c'est extrêmement excitant, c'est très, très, très stimulant. Mais il y a un vrai plaisir après à revenir, à se rappeler de ces histoires, à se les remémorer. En discuter avec les autres. Ouais. Discuter avec les autres, oui, voilà. Oui. Bah, j'aime bien d'ailleurs la préface de Parawan, Jean-Baptiste Delobier, voilà, où il explique qu'avec Curtis, lui, en fait, ça a été son expérience. Il y a un côté, le retour un peu à la VHS, le truc de passeur, de machin qu'on se passe, voilà, un petit peu de voilà, d'initié. Et voilà, forcément, c'est toujours un petit peu excitant, mais voilà. Mais c'est frustrant pour les gens comme moi qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais et les sous-titres, ouais, mais parce que ça donne, enfin, on liste et puis on essaie de se les procurer, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, Century of Yourself, c'est bien ça, c'est intéressant. C'est mais ça je mettrai ça dans le effectivement, les films sont, il y en a beaucoup qui sont accessibles effectivement, mais avec des sous-titres anglais. Ouais. Hypernormalisation est sous-titré en français. Ouais. Hypernormalisation, il y a aussi, alors il n'est pas sous-titré en anglais, mais il y a très peu de paroles et assez peu de texte. C'est essentiellement un film de montage. C'est son film le plus godardien d'ailleurs, et c'est un de mes préférés, qui s'appelle It Felt Like a Kiss, qui est un film d'1 heure, un peu expérimental et qui est une sorte de condensé de toute son œuvre en 1 heure, que des images et de la musique. Donc ça, c'est assez chouette aussi pour rentrer dans son œuvre. Même si c'est un film qui est un peu compliqué, on ne comprend pas forcément ce qu'il dit, il faut aimer Godard, mais pour quelqu'un qui ne parle pas anglais mais qui aime le cinéma, je pense que c'est un bon film à voir. Hypernormalisation, voilà. Le dernier film est un peu particulier parce qu'il faut quand même... alors, il n'a pas de voix off, le tout dernier film sur la Russie. Curtis a refusé pour la première fois, il a estimé que ce n'était pas son rôle de parler sur ces images, qu'il fallait laisser les images parler. Néanmoins, il y a quand même du texte écrit sur l'écran, donc c'est quand même bien de maîtriser un peu l'anglais pour voir ce film. Ouais, mais c'est pas trop compliqué. Pas très compliqué, voilà. Ce qui est compliqué, c'est quand lui il parle, si on maîtrise pas bien l'anglais britannique, c'est parfois un peu difficile. Si effectivement c'est pas sous-titré. Après, je pense pas qu'il faille commencer en revanche par le dernier, Russia, même si c'est tentant par rapport à l'actualité. Le film est très impressionnant, hein, parce que voilà, Jackie, tu l'as décrit, une immersion sur 15 ans comme ça d'un pays qu'on croyait un peu connaître, et en fait, voilà, on voit la débâcle, en fait, et notamment la débâcle des années 90 qui en Russie est absolument terrible. Et ça explique beaucoup de choses, mais je pense pas que voilà, parce que après les autres films peuvent paraître très différents, et je sais que voilà, certains ont commencé le moins séduisant peut-être, le plus oui, en plus c'est pas forcément le plus séduisant, mais en plus je sais que certains ont commencé par Russia et après quand les autres c'était c'était pas pareil. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que tous les films que vous nommez, que vous citez, c'est des films d'archives, c'est constitué d'archives, et ça c'est très 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 impressionnant, je trouve. Enfin, en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. C'était passionnant. Je répète, Pandore, le monde dans l'œil d'Adam Curtis, c'est édité chez Façonnage Édition, et vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup, Jackie Goldberg et Jérôme Littmar, et c'était un plaisir. Et merci, Samir. Puis à très vite, comme on dit. À très vite. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.